Le mot pandémie ressemble au mot panique, et même pandémonium. En fait, le mot pandémie évoque un sentiment de peur, presque instantané, chez ceux qui sont facilement manipulés par les médias, avant même que les détails n'aient touché la surface ou le contexte dans lequel le mot est utilisé. Ceux qui planifient les grands mouvements sur l'échiquier du contrôle humain secret savent qu'en brandissant le mot pandémie, ils disposent d'une arme instantanément efficace pour affaiblir psychologiquement la résistance des individus vulnérables aux mentalités irrationnelles et impressionnistes. Ainsi, dans un monde fortement conditionné par les proclamations des médias de masse, l'arme de la peur a un énorme pouvoir psychologique. Comme nous en avons tous été témoins au cours des derniers mois, l'histoire du coronavirus a été déclenchée avec une joie lascive à peine contenue par les médias d'information, sous les ordres des pourvoyeurs de missions malveillantes contre l'humanité. Poussé à son maximum et dispersé dans le monde entier, le message de peur délibérément conçu a pour effet immédiat de faire se sentir impuissant la majorité des gens. Le grand problème est que c'est global, et nous, les gens, nous nous sentons tout petits. C'est le début d'un piège qui altère tous les aspects de la vie quotidienne. La plus grande partie de l'humanité a suivi un processus d'éducation dont l'efficacité dépend du pouvoir perçu d'une certaine autorité qui exerce une influence déterminante incontestée sur l'orientation générale de la vie. Une source d'influence dont l'efficacité dépend du fait qu'elle ne soit jamais soumise à un examen rationnel ou un examen véritable de quelque nature que ce soit. Tel est le pouvoir séduisant d'un endoctrinement total. Dans la bataille qui fait actuellement rage, pour savoir qui contrôle le monde, certains des agents de ce contrôle de la vie terrestre, largement cachés ou déguisés, apparaissent maintenant à la surface. Et c'est pourquoi le chaos et la peur sont le parfum du jour. La contagion du corona est pleine de particularités. En fait, il y a tellement de facteurs absurdes associés aux tentatives des médias de rendre compte de ce qui se passe que l'on ne peut que se sentir étourdi et confus si l'on essaie de suivre le scénario en temps réel. Cependant, ce qui est devenu trop clair, c'est le fait qu'un grand nombre de personnes se comportent comme un troupeau et ne résistent pas. Les tactiques de peur employées sont beaucoup plus dangereuses que le virus qui sert de prétexte à leur déploiement. Dans cet état de psychose induite, toutes sortes de ruses peuvent être employées contre l'humanité et c'est précisément ce à quoi nous assistons en ce moment. Nombreux sont ceux qui connaissent déjà les ambitions de cette élite de l'État profond qui contrôle tout et savent qu'une phase préplanifiée de chaos social et économique est un facteur clé dans leur tentative de déploiement d'un nouvel ordre mondial totalitaire. Nous sommes maintenant dans cette phase. Son succès dépend de la capacité d'un grand nombre de personnes à suivre les instructions transmises par les marionnettes politiques de l'État profond et par la lâche répétition de ces instructions par les médias grand public. Une fois de plus, la carte de la peur joue un rôle clé. Cette fois-ci, il s'agit de maintenir un niveau constant d'anxiété et d'hystérie tout en veillant à ce que les personnes capables de reconnaître la véritable nature de l'escroquerie soient contraintes de ne pas sortir du rang, risquant ainsi leur emploi, leur sécurité ou leur statut dans le cadre de la relation maître-esclave, rigoureusement imposée par le statu quo. L'ensemble de cet édifice malsain maintient son élan sur la base d'une pure tromperie et de son exploitation de haut en bas. Pourtant, les récipiendaires choisissent largement de ne pas se rendre compte qu'ils sont utilisés et abusés au profit d'un idéal fasciste. En ne se rebellant pas face à un tel traitement, mais au contraire en s'y conformant, une population muette établit la base de son propre avilissement et de son esclavage. Ces méthodes ont été pratiquées à maintes reprises dans l'histoire du monde et à chaque fois, le recul nous révèle à quel point la motivation du pouvoir et du contrôle est une obsession, tenue par un tout petit nombre de despotes psychopathes. Que ce soit sous la forme d'une puissance militaire, d'un dogme religieux ou de monstres modernes du contrôle des entreprises et des banques, à condition que le drame ait été bien mis en scène et que la puissance ait produit l'effroi, les tout-puissants arrivent toujours à leur fin. Dans quelle mesure le déploiement est-il bien mis en scène à cette occasion et quel en est le plan? En raison des liaisons transcontinentales qui ont lieu aujourd'hui, le plan directeur n'est plus une affaire régionale ou nationale, mais une affaire mondiale. Les principaux acteurs ont élaboré le plan bien avant que nous ne le connaissions. Et des réunions comme le sommet économique de Davos et les rendez-vous Bilderberg sont utilisés pour obtenir un consensus sur le calendrier et les méthodes à employer. Dans le cas du Covid-19, son apparition sur la scène, ou du moins la diffusion de l'histoire de quelque chose de terrible se déroulant sous ce label, est programmée pour détourner l'attention de l'accélération de la mise en place de plusieurs rayons considérés comme importants dans la création de la roue du nouvel ordre mondial totalitaire. Par exemple, le déploiement de la Wi-Fi 5e génération modulée par micro-ondes, un réseau intelligent numérisé appelé aussi l'Internet des objets, un système de transport robotisé, des programmes de surveillance de la population par reconnaissance faciale,
de nouvelles souches d'organismes génétiquement modifiés et de nouveaux vaccins, etc., etc. Cependant, le plan prédominant est de repositionner le financement mondial de manière à ce qu'il semble soutenir l'euphémisme du Green New Deal et de son saint Graal, le zéro carbone émission. Le fait que la Chine ait probablement été la cible initiale des armes biologiques n'enlève rien à l'objectif plus général de perturber l'économie mondiale dans son ensemble. L'efficacité de cette perturbation dépend du fait que la majeure partie de la population soit entraînée dans une bulle de croyance aveugle en l'authenticité d'une histoire virtuelle. Une histoire qui dissimule l'imposition réelle d'un État fasciste. Je dirais que la mise en scène est plutôt médiocre cette fois-ci. La pléthore d'actions contradictoires et irrationnelles de répression imposées au nom de la lutte contre le virus fantôme mettant la crédibilité de l'opération jusqu'au point de rupture. En fait, c'est une farce. Mais une farce qui implique des morts réelles et le soutien d'un État policier ne peut pas être simplement ridiculisée. Au contraire, elle peut être mise sous les projecteurs et être vue pour ce qu'elle est, une manipulation planifiée des personnes et des ressources de notre Terre, dont le principal outil consiste en l'art bien répété de répandre la peur et la panique. Ceci afin de saper le don d'une raison rationnelle et fondée sur le bon sens dont nous avons tous été pourvus depuis notre naissance, et qui, lorsqu'il est en bon ordre, peut clairement voir à travers la façade et maintenir la ligne de la raison et de la vérité. Depuis des années, beaucoup ont vu venir ce drame de l'ordre après le chaos. Le chaos est présent en ce moment et est très visible. L'ordre est à suivre et consiste en l'émergence d'un artisan de la paix ou d'un plan de paix qui implique que les croupiers en chef ratissent les jetons du plateau de la roulette et les encaissent pour leur satisfaction temporaire. Cela permet d'avoir une petite période de répit durant laquelle les faibles peuvent se réjouir de leur survie et bénir l'émergence du nouvel ordre, sous l'autorité de n'importe qui ou de n'importe quoi, tant qu'ils peuvent croire que le monde a été sauvé de l'anarchie et de la ruine. Chacun d'entre nous, dont les genoux ne se sont pas transformés en gelée et dont le cerveau n'est pas devenu de la pulpe d'esprit contrôlé, doit profiter de ce moment pour se déclarer avec audace et détermination. Par ces 4 mots, nous ne consentons pas. Une surprise attend les lâches imposteurs du chaos. C'est notre heure qui arrive et non la leur, car ce nouvel ordre mondial se doit d'être le nôtre, le seul, le vrai. Un ordre mondial qui s'aligne sur le droit universel et non les fausses lois d'un statu quo manipulé. C'est notre mariage réémergent avec la vérité universelle qui va chasser cette fausse pandémie effrayante et toutes les manifestations similaires de tromperies obscures qui ont saisi notre monde depuis bien trop longtemps. Notre véritable ordre mondial va s'attaquer à cette dynastie obsédée et démoniaque de sorte qu'elle trébuche, tombe et ne parvienne pas à se relever. Saisissons ce moment propice et unissons-nous toutes et tous dans un engagement sans faille à ne pas mettre genoux à terre, à résister fermement pour enfin vaincre les fantômes du chaos et de la peur. Le gouvernement est officiellement en guerre, mais la question est, en guerre contre quoi? Contre un virus ou contre les Français? Car depuis au moins 15 ans, une guerre financière, administrative, judiciaire, sociale est bien menée contre le peuple. Un peuple pressurisé qui a vu ses libertés et ses acquis s'envoler, les services publics s'effondrer, les corps constitués perdre moyens et considération, la qualité de vie se dégrader et le pouvoir d'achat fondre comme neige au soleil. Les politiques néolibérales d'austérité budgétaire de l'UE et du FMI ayant pour l'instant fait beaucoup plus de victimes que le Covid-19. Variante semble-t-il hyper contagieuse, mais à la dangerosité encore approuvée de la famille des coronavirus. Bref, qui doit-on croire, qui doit-on craindre? Ce sont les questions auxquelles nous allons tenter de répondre aujourd'hui dans cette 27e fournée d'Only Hebdo, une fournée confinée. Bonne émission à tous, c'est parti. Petite précision pour nos auditeurs, ce que vous écoutez à l'instant est la version courte de ce Only Hebdo 27. La version longue avec Monsieur Corias, d'une durée de quasiment 1 heure, sera très bientôt disponible dans les bonus de notre financement participatif, c'est-à-dire sur la plateforme de financement participatif de la rédaction d'Égalité et Réconciliation. Monsieur Corias est bien vivant, rassurez-vous. Chacun d'entre nous doit à tout prix limiter le nombre de personnes avec qui il est en contact chaque jour. Les scientifiques le disent, c'est la priorité absolue. C'est pourquoi, après avoir consulté, écouté les experts, le terrain et en conscience, j'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits.
Chers auditeurs, pour favoriser la compréhension du plus grand nombre, nous avons décidé de découper cette émission en 3 axes principaux, en 3 grandes parties à propos des enjeux de la séquence actuelle. Alors enfilez votre paire de gants, enfilez votre masque, appliquez votre gel hydroalcoolique. On commence tout de suite avec la première partie, le diagnostic. Le diagnostic, c'est-à-dire le véritable état des lieux de la situation. Alors oui, chers compatriotes, la situation est catastrophique, alarmante, inquiétante, mais non, ça ne date pas du virus de 2020, ce n'est pas le virus qui a mis les Français en danger, ce n'est pas le virus qui a tué les services publics, ce n'est pas le virus qui a privé les Français de leur patrimoine, ce n'est pas le virus qui a ouvert la voie à sa propagation, mais c'est bien le capitalisme libéral qui arrive au bout de ses contradictions. Nous sommes face à une crise politico-sociale, nous sommes plus face à la faillite du système libéral dans son ensemble que face à une véritable menace virologique. Les services publics, le système hospitalier, le système de santé dans son ensemble sont au bout du rouleau. Manque de moyens, manque de matériel, manque d'effectifs, problèmes administratifs, manque de considération. D'autres secteurs évidemment sont touchés. On pourrait parler des forces de l'ordre. Bref, l'État néolibéral français ne peut pas faire autrement que d'imposer le confinement. Un confinement consenti. Alors là se pose la question du consentement des Français. On voit bien que son consentement est obtenu par la terreur et la culpabilisation. Le gouvernement ne peut donc pas faire autrement que d'imposer cet état d'urgence sanitaire car il n'a pas les moyens de répondre autrement à une crise globale. Il ne peut pas investir dans les services publics et il ne veut pas investir dans les services publics. Libéralisme toujours, si on parle d'une crise mondiale, d'une crise planétaire, il faut parler de la mondialisation et de la mondialisation libérale. Que serait la propagation du virus sans le libre-échange, la libre circulation des personnes, l'ouverture des frontières, l'uniformisation des modes de vie? Troisième point, l'économie. L'économie réelle est morte. Les Français n'ont pas d'argent de côté, les Français n'ont pas de patrimoine. Les Français se rendent compte qu'il y a un problème avec leurs industries. Effectivement, on manque de gants, on manque de masques, on manque de gel, car ils sont tous fabriqués en Chine. L'État n'a pas d'argent, les citoyens non plus. Tout repose sur la dette, contractée auprès des banques. La spéculation financière et les multinationales ont tué l'économie productive, l'agriculture, l'artisanat. Alors oui, la situation est très difficile pour les Français, mais ce coronavirus est quand même bien pratique pour masquer cette réalité, cette triste réalité, et pour masquer la responsabilité des véritables coupables. La réalité, c'est que le néolibéralisme est un terrain propice à ce genre de catastrophe par son instabilité et sa dynamique de précarisation. Alors nous ne nions pas que le virus existe, pas de négationnisme ici, pas de négationnisme sur cette question. Oui, il y a un danger potentiel en termes de santé du fait de son ultra-contagiosité théorique. Je dis bien théorique car pour le moment, rien ne permet de prouver scientifiquement que nous sommes face à une pandémie irréversible, ultra-cannibale, qui s'attaquerait à l'ensemble de l'espèce humaine. Mais s'il y a un danger, c'est un danger qui concerne, lorsqu'on observe et qu'on analyse sérieusement les statistiques, qu'on procède à des recoupements et à des comparatifs, c'est un danger qui concerne principalement en termes de létalité les personnes à risque, c'est-à-dire des personnes déjà touchées par 1, 2, 3 pathologies lourdes, mais finalement de la même manière que n'importe quelle infection virale pourrait aggraver le cas de ces personnes. Je tiens d'ailleurs à faire une remarque incidente qui va contenter ou excéder les complotistes et les anticomplotistes de tout poil. Les Français ne sont pas en danger de mort, sauf à considérer que les Français sont malades, en mauvaise santé, fragiles, affaiblis dans leur ensemble. Mais dans ce cas, les Français sont à la merci de beaucoup de choses et pas simplement du coronavirus. Et il faudrait nous dire de quoi les Français sont malades. Et de quoi les Français sont malades, à part du mode de vie que leur impose la société de consommation. La société de consommation, c'est-à-dire les lobbies pharmacochimiques, la grande distribution, les multinationales. Alors oui, peut-être que les Français dans leur ensemble sont fragiles, sont malades et sont à la merci du coronavirus, mais alors il faut parler de la malbouffe, des OGM, de la surconsommation de produits transformés, il faut parler de la pollution électromagnétique, il faut parler du stress qu'impose la société néolibérale, la pression, la compétition, l'insécurité, la précarité, il faut parler de la surmédication, de la surconsommation d'anxiolytiques, d'antibiotiques, de vaccins, de pilules en tout genre et de cosmétiques. Alors oui, les Français sont en danger, mais finalement pas beaucoup plus qu'il y a 6 mois. Et si les Français veulent arrêter d'être en danger et veulent éviter de mourir, eh bien il faut qu'ils se libèrent non pas du virus, mais de ce système. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, les solutions. Les solutions, elles sont simples lorsqu'on a posé le diagnostic.
Il faudrait plus d'argent pour les services publics, moins pour Big Pharma et la grande distribution. Pour une meilleure réponse individuelle et collective, il faudrait évidemment fermer les frontières, il faudrait relancer l'économie productive et surtout, nous n'avons pas besoin d'une quarantaine nationale. Nous n'avons pas besoin que le pays soit bloqué, nous n'avons pas besoin d'un déploiement policier qui ne vise qu'à foutre des PV et faire rentrer du fric. Il faut diagnostiquer et traiter la solution de la même manière que le professeur Raoult propose de diagnostiquer et traiter les malades à la chloroquine. Le professeur Raoult qui est déjà suivi par les Chinois et les Américains. Mais nous, en France, enfin en tout cas le gouvernement Macron, comme nous n'avons pas d'argent et qu'en plus ça va contre l'idéologie en place, le gouvernement préfère éviter la saturation des hôpitaux, préfère parler aux Français comme à des enfants, préfère inquiéter tout le monde et terroriser tout le monde avec des statistiques faussées, annoncer des plans de secours qui consistent à confier des milliards d'euros publics à des banques privées, peut-être avoir l'espoir de faire crever les vieux pour régler le problème des retraites, calmer tout le monde avec la police, les PV, la conscience morale, la terreur médiatique, et surtout gagner du temps pour possiblement préparer le terrain à la mise sur le marché d'un vaccin obligatoire, mais qui nous sauvera tous. Alors que les médicaments comme la chloroquine ont déjà été testés et n'ont pas à attendre une énième validation sur des semaines de l'Union européenne et de divers conseils politico-scientifiques. C'est dans ce contexte que l'on doit interpréter la pression exercée par le réseau Buzyn, Lévy, Big Pharma, Vaccin sur le gouvernement Macron-Véran-Castaner qui doit faire très attention à la manière dont il gère le peuple français qui il y a encore quelques semaines était à deux doigts de le lyncher. Mais rappelons à nos auditeurs que derrière Macron, Véran et Castaner se cachent Attali, Minc, Buzyn, Lévy et Nunez. Troisième partie, hypothèse prospective. Si on prend un peu de recul international, on comprend que deux projets, deux mondes s'affrontent et depuis longtemps et que deux issues potentielles sont à envisager face à cette crise mondiale. D'un côté, on pourrait assister à la victoire sur un énième coup de poker de la gouvernance globale et du nouvel ordre mondial avec l'instauration d'un gouvernement mondial, la relégitimation des structures mondialistes comme l'Union européenne, la Banque mondiale, le FMI, l'OMS, l'ONU, la mainmise, la toute-puissance de Big Pharma qui sauvera l'humanité, la relégitimation des grands médias, la fin de la révolte sociale, la disparition de l'argent liquide, le sauvetage du système bancaire spéculatif, alors que tout portait à croire que nous allions assister à un rebond de la crise de 2008 et un véritable tsunami bancaire, la prise de pouvoir totalitaire de l'exécutif, déjà annoncée par le 49.3 et les mesures liberticides, alors que nous étions et que nous sommes dans une période d'abstention maximale, l'ubérisation totale de la société, déjà avancée par cette période de confinement qui fait la part belle au télétravail et aux livraisons et à la grande distribution, puisqu'on voit bien que les petits commerces sont fermés, mais pas les grands supermarchés. Le renversement potentiel de Donald Trump, en tout cas c'est l'espoir de ce nouvel ordre mondial, et puis finalement une préparation mentale à une stratégie qui avait échoué, c'était la stratégie contre le réchauffement climatique. Encore une fois, là, tout sera sur pied pour créer une nouvelle psychose avec en ligne de mire pour les plus complotistes cette espèce de rêve malthusien de contrôle de la population mondiale par une sélection plus ou moins naturelle. Ou d'un autre côté, on pourrait assister, si on voudrait rêver, mais c'est plutôt la tendance des dernières années, n'en déplaise aux pessimistes de tout poil, à la victoire du national-populisme à l'international, car oui, en ce moment, on parle du retour des frontières, on parle d'intérêt général. Oui, Donald Trump, malgré la crise, va certainement se faire réélire. Vladimir Poutine a posé les jalons de la consolidation de son pouvoir jusqu'en 2024 au moins. Le président chinois Xi Jinping est indéboulonnable. On pourrait assister dans ce cadre à la fin des structures mondialistes comme l'Union européenne, qui tend, quoi qu'il arrive, à se casser la gueule. Et on pourrait assister dans nos rêves les plus fous à la défaite des plus grands lobbies, des multinationales et du libre-échange pour assister à la victoire ou en tout cas la relance de l'économie productive contre l'économie spéculative. Et dans nos rêves ultimes, un mouvement populiste pourrait-il émerger en France? Ah, je sais, chers auditeurs, je vous fais rêver un petit peu. Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir. Chers auditeurs, nous avons le sentiment que ce virus vient parachever, masquer l'œuvre morbide du néolibéralisme plus qu'autre chose. Alors on se retrouve la semaine prochaine, à moins que le gouvernement ne coupe la voix des opposants au prétexte de mise en danger de la vie de la nation. Et comme dirait Monsieur K, salut les confinés!